Je suis très surpris en lisant tous les commentaires que l'on peut faire dans la presse écrite, dans les réseaux sociaux et toutes sortes d'expressions par ailleurs, par le fait qu'on parle constamment de puissance révisionniste. Alors on dit que la Russie, Poutine est révisionniste, que Trump est révisionniste, que les Chinois, la Chine est révisionniste. Et je suis un peu surpris de recours à cette expression, parce que le révisionnisme, c'est la remise en question d'un ordre international, ce qui suppose que l'ordre international existe. Or, aujourd'hui, il y a belle lurette qu'il n'y a plus d'ordre international. Le point de départ de mon raisonnement, c'est que l'ordre international du temps de la guerre froide, pour faire court, il a disparu depuis longtemps. Et il a disparu avec la chute de l'Union soviétique. Il a disparu par conséquent depuis le tout début des années 1990, si on veut être précis, 1989-1991. Les 30 années et plus qui ont suivi sont des années d'incertitude. Mais il n'y a plus d'ordre international. Et d'ailleurs, qu'appelait-on ordre international? Un ordre international, c'est un ensemble de règles du jeu qui sont acceptées par les parties prenantes. Et même à l'époque de la guerre froide, vous aviez l'ordre, disons, occidental, sous direction américaine. Le leader, c'était clairement les États-Unis. Et puis, vous aviez des règles du jeu qui s'étaient progressivement établies entre les superpuissances, c'est-à-dire à l'époque entre les États-Unis et l'Union soviétique, et par extension, on va dire, les pays de l'OTAN. Et puis, à l'époque, n'oublions pas que la Chine ne comptait pas dans les rapports internationaux. C'est-à-dire que les puissances étaient les puissances établies. Or, depuis, il y a eu donc la chute de l'Union soviétique et l'immense remise en cause territoriale notamment qu'elle a suscité, et puis vous avez eu l'émergence de nouvelles puissances, à commencer par la Chine. Donc je crois que le mot révisionnisme n'est pas adapté pour interpréter la situation actuelle. La question qui se pose depuis plusieurs années et qui se pose manifestement actuellement, c'est vers quel type d'ordre international allons-nous ? La première chose dont il faut être conscient, c'est que justement, il n'y a pas d'ordre international à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'ordre international parce que chacun cherche à définir ou redéfinir sa place. La Chine, par exemple, ne se pose pas comme révolutionnaire, elle ne cherche pas à exporter son régime politique, c'est pas ça qu'elle cherche. Elle souhaite au contraire, pour l'instant, être intégrée dans un ordre international, mais elle souhaite aussi que son poids soit correctement reflété dans des institutions et qu'elle pèse sur la définition des nouvelles règles du jeu, vous voyez. Et ce n'est pas de dire oui, on veut un ordre des règles du jeu, mais dans ces règles du jeu, on veut sa juste place. Alors, on revient à la question du révisionnisme, c'est la situation nouvelle qui exige la définition de ces nouvelles règles du jeu. En ce qui concerne les questions de guerre et de paix, si vous regardez à une certaine distance la guerre d'Ukraine, eh bien c'est évidemment une recherche derrière tout ça de nouvelles règles du jeu dans une architecture globale de sécurité qui n'existe plus, depuis longtemps. Sur le plan commercial, les règles du jeu sont plus nettement, là aussi, violées par Trump. Mais ce qu'il y a de nouveau aussi, qui doit être pris en compte, c'est que dans les règles du jeu de l'Organisation mondiale du commerce, on parlait justement surtout de commerce. Or, aujourd'hui, en raison des grands développements technologiques, qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, les questions d'investissement direct et les questions technologiques, plus généralement, sont au centre du jeu. C'est-à-dire que les questions proprement commerciales ne sont plus l'aspect fondamental.
voyez-vous? Donc c'est cette complexité globale qu'il faut prendre en compte déjà dans un premier temps intellectuellement, si l'on veut réfléchir à la question vers quel type d'ordre international allons-nous. Et il faut aussi être lucide et voir que historiquement, en général, la transition d'un ordre international à un autre se fait rarement d'une manière douce, et que des guerres sont possibles, c'est d'ailleurs ce à quoi nous assistons. Je crois que Trump est tout sauf un imbécile. Je crois que c'est le point de départ. Et il a il faut faire la part des choses. C'est un homme politique, un comédien, un mégalo, tout ce que vous voudrez. Mais je crois qu'il a des visions relativement claires. Alors son approche des relations internationales, c'est d'abord centré sur les affaires, les fameux deals. Et il n'aime pas la guerre, et ceci est tout à fait clair. Donc ce qu'il cherche à faire, avant tout, c'est maintenir, préserver la primauté de la puissance américaine dans le monde. C'est-à-dire que les États-Unis, qui ont été le numéro 1 tout au long du XXe siècle, tout au moins progressivement à partir de la Première Guerre mondiale, la volonté de Trump, c'est que les États-Unis restent la première puissance mondiale au cours du XXIe siècle. En cela, d'ailleurs, il ne se distingue pas de ses prédécesseurs, qui aussi avaient cette volonté. Il s'en distingue par des méthodes qui sont un peu différentes. Et pour lui, ces méthodes, ça passe d'abord par les questions économiques. Et il le fait avec une certaine brutalité, mais il profite, ce faisant, de la primauté actuelle des États-Unis. Alors je vous le disais, il n'aime pas la guerre, et en effet, il n'aime pas la guerre. Il a d'ailleurs obtenu quelques succès pendant les premiers mois de sa présidence, avec par exemple l'Inde et le Pakistan, quelques autres exemples, aussi apparemment dans la question des Grands Lacs en Afrique. Mais il faut voir aussi qu'il est conscient des avantages que procure la puissance militaire américaine et le fait que les États-Unis ont sur le plan militaire une force supérieure, une puissance supérieure à tout le reste du monde supposé coalisé contre eux, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et cette puissance, il l'a manifestée, il n'a pas hésité à la manifester lui-même dans l'opération contre l'Iran avec l'aventure extraordinaire, n'est-ce pas, de ces bombardements avec les fameux B-2 sur les sites nucléaires iraniens. Donc il faut tout de même faire attention. Oui, il n'aime pas la guerre, il va tout faire, il cherchera certainement à éviter de s'engager dans des guerres, mais il est capable d'utiliser la force aussi si besoin était. Voilà, donc tout ça c'est une vision relativement claire. Alors il y a un autre point aussi qui est très important, c'est qu'il est beaucoup moins idéologue que ses prédécesseurs, notamment démocrates. C'est-à-dire, et même républicains, je pense par exemple aux néoconservateurs américains, en ce sens que pour lui, de faire des affaires et de négocier sur les questions économiques avec des puissances qui ne sont pas démocratiques ne lui pose pas de problème. Et en cela, il appartient à l'école à l'école réaliste, celui des relations internationales. Donc des relations potentiellement avec la Russie, ça ne le gêne absolument pas. Des relations avec la Chine ne le dérange pas dans le principe, pourvu qu'ils restent les premiers dans le jeu. Tels sont, je crois, les principes fondamentaux qui guident l'action de Trump. Le problème de la relation, pour chaque État d'ailleurs, entre la politique extérieure et la politique intérieure est un très vieux sujet.
notre Alexis de Tocqueville a écrit des livres célèbres, des passages célèbres sur cette question, mais c'est une question qui remonte en réalité très loin, même du temps de la monarchie, contrairement à ce qu'on dit souvent. En fait, il y a toujours eu une interaction entre politique intérieure et politique extérieure. Et des grandes caractéristiques du monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est que nous avons dans les pays occidentaux, mais potentiellement aussi dans d'autres pays non démocratiques, nous avons une véritable crise de civilisation, il faut bien dire, et cette crise de civilisation est une des conséquences de la révolution numérique, qui non seulement se poursuit depuis maintenant 3/4 de siècle, si on fait dater ses débuts au milieu du XXe siècle, mais qui continue de s'amplifier. C'est-à-dire que, alors que nous avons une suite de vagues d'innovation, mais une vague n'a pas fini d'exprimer ses effets, qu'il y a une nouvelle vague encore plus haute qui survient, comme actuellement, naturellement, celle de l'intelligence artificielle. Et tout ceci a des conséquences de toutes sortes, mais la conséquence peut-être la plus fondamentale sur le long terme, c'est la transformation des mœurs, la transformation des habitudes de vivre, des codes de conduite, qui affectent, encore une fois, toutes les sociétés, et qui donc peut s'exprimer sous la forme d'une crise de civilisation. Et ça, on voit ça partout. Et l'une des conséquences de ou l'un des aspects de cette crise de civilisation concerne plus particulièrement d'ailleurs les États démocratiques, parce qu'on voit de plus en plus les parlements dans nos différents pays délibérer de questions de société, c'est-à-dire que le rôle traditionnel des parlements qui est de s'occuper en fait des affaires, on va dire de la gestion au sens large des affaires publiques. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, notamment le nôtre d'ailleurs, la France, les questions on va dire de gestion au sens large deviennent de plus en plus secondaires dans les débats des parlements, de nos représentants, par rapport à ces questions de mœurs et de transition civilisationnelle. Et évidemment, il est beaucoup plus difficile de résoudre des problèmes civilisationnels que de résoudre des problèmes budgétaires. Et la difficulté, c'est que si vous ne résolvez ni les uns ni les autres, vous vous trouvez en grande difficulté. Alors là, il y a une question fondamentale qui, évidemment, a aussi un impact sur l'ensemble des relations internationales, parce que ça nous conduit à approcher de plus en plus les problèmes de relations internationales, là aussi sous l'angle des mœurs, des valeurs, de la manière de vivre, et ceci est source potentielle d'immense instabilité, et naturellement source de difficultés particulières pour les pays démocratiques et par conséquent pour les alliances démocratiques. Et d'ailleurs la notion d'alliance, ce qui nous fait le pont d'ailleurs avec la question précédente, la notion d'alliance, qu'est-ce que c'est aussi que sont les problèmes de sécurité, parce que quand on parle de sécurité, on fait allusion à la protection de quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on veut protéger exactement? Est-ce que ce sont les manières de vivre? Est-ce que c'est simplement prévenir des attaques physiques, comme dans la tradition de l'approche sécuritaire dans les relations, dans la théorie classique des relations internationales? Voilà autant de questions que l'on ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui.